La matinale RCF, le grand invité. 8h10, bienvenue, c'est l'heure de notre grand invité. Ce matin, nous allons évoquer la figure de la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, puisque 2023 est une année jubilaire à double titre, non seulement les 150 ans de la naissance de Thérèse, mais également le centenaire de sa béatification par le pape Pie XI. Alors Thérèse, c'est évidemment Lisieux, mais c'est aussi Alençon. C'est là que Thérèse est née et a passé les premières années de sa vie. C'est pourquoi ce matin, je suis accompagné d'Agathe Caudron, journaliste à RCF Orne-Alençon. Bonjour Agathe. Bonjour Pierre-Hugues, et effectivement nous sommes à Alençon où il y a un sanctuaire dédié à la petite Thérèse et à ses parents Louis et Zélie Martin. Nous sommes avec le recteur de ce sanctuaire. Bonjour Père Thierry Hénaud-Morel. Bonjour à vous et à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour et merci d'être sur RCF avec vous ce matin. On va évoquer cette figure mondialement connue, Thérèse de Lisieux, ou plutôt Thérèse d'Alençon. D'Alençon. Et j'étais très heureux tout à l'heure d'entendre les annonces de météo disant qu'il fait un ciel uniformément bleu à Alençon. Thérèse est d'Alençon, elle y est née et elle dit avoir passé dans cette ville les années les plus ensoleillées de sa vie. Voilà. Alençon, c'est un peu l'oublié dans l'histoire de Thérèse. Oui, parce qu'elle n'a passé que 4 ans et demi dans cette ville, dont je rappelais qu'elle avait apprécié ces années d'enfance. Mais effectivement, la mort de sa maman a fait qu'il a fallu déménager, se rendre à Lisieux. Que sait-on de sa vie ici à Alençon ? Que sait-on de ses années passées, 4 années ? C'est d'autant plus important que c'est le moment où la famille est au complet. C'est le moment où Madame Martin est encore vivante. Et elle a eu cette chance, dit-elle, d'avoir assez de mémoire de sa primitive enfance, sa première enfance, pour en garder des souvenirs. Donc elle se souvient très très bien de ces années-là qu'elle raconte assez facilement. Elle a été marquée par un certain nombre de choses et ce sont les bases, quoi. C'est vraiment l'enracinement familial dans une cité où la famille, je dirais, occupe une place sociale très importante que l'on découvre de plus en plus. Quelle place ? À savoir professionnelle. L'investissement de la famille Martin dans la dentelle, vous savez qu'Alençon, c'est 2 réalités importantes au plan mondial. C'est la dentelle, le point d'Alençon qui est connu mondialement, et c'est Thérèse et sa famille qui sont connus mondialement. Eh bien, il y a une convergence étonnante. Vous voyez, cet après-midi, il y aura une thèse sur la dentelle à Alençon par une chercheuse, et on voit combien la famille Martin, y compris dans ce domaine de la dentelle, occupe une place importante, vraiment. Et la petite Thérèse est partie dès l'âge de 4 ans avec son père et ses sœurs à Lisieux. Comment était-elle après la mort de sa mère ? Sur le moment, elle vit ça comme quelquefois les enfants le vivent, avec une relative sérénité, ne mesurant pas la profondeur de la blessure qui s'était opérée. Il a fallu une deuxième blessure qui la réouvre, cette plaie, pour qu'on découvre combien son équilibre était complètement atteint. Il lui faudra 2 temps dans une guérison qui se produira à 10 ans, puis à 13 ans, pour, dit-elle, retrouver la force d'âme que cet événement avait commencé à ébranler et à fragiliser. Vous mentionniez Zélie Martin, car effectivement Alençon est très marqué par le couple des parents de Thérèse. En fait, Alençon, c'est Thérèse et ses parents. Absolument. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce fut la ville natale de Thérèse. Aujourd'hui, ça devient vraiment la ville de la famille Martin au complet. Et encore une fois, apportant un témoignage à la fois de famille, de couple, de parents, mais aussi de professionnels intéressants à connaître et de personnes qui, socialement parlant, au service des plus pauvres, mais aussi dans la vie sociale d'Alençon, occupent une place assez passionnante. Et justement, qu'est-ce qu'on sait de la vie de cette famille alençonnaise ? Mais plus on cherche dans les archives, plus on les sent reliés à d'autres. On les avait un peu trop présentés comme s'ils étaient un peu déconnectés des réalités du siècle. Or non, pas du tout. Louis le sera moins à Lisieux quand il sera veuf. Mais ici, ses racines sont telles qu'il y reviendra au moins 3 à 4 fois par an retrouver ses amis avec qui il s'était engagé. Parce qu'en ce moment, des recherches ont lieu dans les archives et on y trouve quoi ? On y retrouve la présence d'un groupe comme le Cercle Vital Romé, qui était son enracinement, je dirais, d'amitié à la fois spirituelle et puis, encore une fois, d'engagement divers, dans une pluralité d'ailleurs de choix. Les uns sont des républicains, les autres sont des monarchistes, tous animés par la même foi chrétienne et essayant justement de porter des réponses aux questions de leur temps. On y retrouve la présence de la conférence de Saint-Vincent de Paul, on y retrouve la présence des cercles catholiques ouvriers dans lesquels Louis Martin s'est engagé à l'origine de ces cercles. C'est intéressant de voir que c'est une spiritualité de laïcs
qui découvraient petit à petit ce que ça représente que d'être des saints dans le siècle. Il y a une grande enquête qui a été faite pour le procès en canonisation de Louis et Zélie Martin. On arrive encore à trouver de nouvelles choses sur ce couple d'il y a 150 ans. Mais j'avoue avoir contribué à des recherches pour un livre à écrire, et c'est vrai que de découvrir un petit peu les personnalités, une femme comme Félicité Baudouin, dont on ignorait tout, cette personne qui avait qui est une personne qui a offert à Louis, en arrivant ici pour s'installer comme horloger, une statue de la Vierge celle qui va devenir la Vierge du Sourire, si connue maintenant mondialement. Cette personne, moi je la prenais pour une bigote, bienveillante. Et c'est une femme extraordinaire qui a été pour Louis Martin, cette personne âgée, pleine d'expérience, qui certainement a contribué à sa spiritualité, vous voyez. Donc c'est l'environnement dans lequel il a vécu qui permet aussi de relier des saints à d'autres dont ils ont reçu et à qui ils ont donné. Est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle pour les couples, Louis et Zélie Martin ? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps un petit peu a effacé cette note 19e qui faisait un peu surannée, et on les sent complètement contemporains des pèlerins qui viennent ici, qui disent vraiment leurs questions, ce sont les nôtres. Ici, donc, nous sommes à Alençon. Alençon est donc un lieu pour les couples ? Ah oui, de plus en plus, ils viennent, pour les couples, pour les familles, mais aussi pour des gens qui ne sont pas en couple. Nous recevons par exemple des célibataires lors de week-ends que nous faisons pour les accompagner dans leur célibat. Nous recevons des préparations au mariage, nous recevons aussi des couples qui viennent renouveler leur alliance. Nous recevons encore une fois des gens qui ne sont pas automatiquement en famille ou qui connaissent une rupture. Nous aurons cet été des vacances pour des mamans seules avec leurs enfants qui ont connu cette rupture familiale et qui viendront ici se ressourcer. Beaucoup de propositions dans ce sanctuaire. Il faut dire que ces personnalités de Louis et Zélie Martin qu'on a redécouvert finalement, parce que Thérèse de Lisieux, tout de suite après sa mort, elle a eu un engouement absolument mondial, alors même qu'elle avait passé sa vie en Normandie. Finalement, elle est devenue la sainte patronne des missions. Et puis, Louis et Zélie Martin, on les a redécouverts un peu après. Absolument. C'est quand même par Thérèse que, lisant les manuscrits de Thérèse, son histoire d'une âme, des gens disent « mais il y a aussi Louis Martin, il y a aussi Zélie, les parents, ils nous intéressent. » Et c'est comme ça qu'il y a une recherche vers la béatification et la canonisation des parents. Parce que Louis et Zélie Martin, c'est le premier couple à avoir été canonisé ensemble. Ensemble, vous avez raison. Il y avait d'autres couples, bien sûr, heureusement, dans l'histoire de l'Église, mais la pointe de l'Église, c'est d'avoir souligné combien le sacrement de mariage est un chemin de sainteté. D'autres couples canonisés ensemble, c'était déjà arrivé qu'il y ait des couples qui ne soient pas canonisés ensemble, mais dont les deux époux étaient canonisés ? Exactement, c'est-à-dire que les canonisations avaient lieu séparément l'une de l'autre. Or là, l'Église, en reliant les deux causes de Louis et de Zélie à un moment du cheminement, a voulu montrer que le sacrement de mariage unissant deux personnes est un chemin pour accéder, pour marcher vers la sainteté. Louis et Zélie Martin et leur personnalité, on a parlé un petit peu de celle de Louis Martin. Peut-être arrêtons-nous un instant sur celle de Zélie Martin aussi. Zélie Martin, quelle était cette personnalité ? C'est typiquement, je dirais, beaucoup de mamans aujourd'hui s'identifient bien d'une personne un peu dans un flux tendu entre une vie professionnelle qui la passionne, difficile, mais très belle, avec cette confection de la dentelle, avec toute une équipe d'ouvrières, de dentelières, et aussi portant une vie de famille intense. Et, on sent ce flux tendu. Ce qu'on appellerait une charge mentale aujourd'hui ? Peut-être bien, mentale, peut-être aussi spirituelle, et justement nous invitant petit à petit à travers son cheminement à des lâcher-prises qu'elle a dû connaître elle-même. C'est typiquement aussi une femme qui a connu des blessures, vous voyez. On dit qu'il y a beaucoup de blessures dans nos histoires. Elle, c'est des blessures de manque. Thérèse, ce sera des blessures de perte. C'est-à-dire qu'elle avait, elle, connu cette blessure d'avoir un manque d'affection de la part de sa mère qui marquera sa vie. Thérèse, au contraire, c'était la surabondance d'affection autour d'elle, et ce fut par les décès qu'on évoquait tout à l'heure, une blessure de perte. Mais quelles que soient les origines, c'est tout à fait intéressant de voir dans ces vies de saints des personnes de notre bois à nous, qui doivent, dans leur humanité, pouvoir apaiser, réconcilier des choses qui ont été blessées. Thérèse de Lisieux a une renommée absolument mondiale. Elle l'a eu très vite. Elle a même été célébrée par l'UNESCO. C'est quand même incroyable. Même l'UNESCO célèbre Thérèse. C'est effectivement le côté surprenant de Thérèse. Vie très courte, très située, très localisée, et en même temps vie qui continue
de manière posthume, manifestant une vie, qui n'est pas terminée, dont on est les témoins, surgissant là où on ne l'attend pas, y compris dans une instance internationale non confessionnelle, comme l'UNESCO, qui reconnaît en elle une femme qui, sur le terrain de la culture, par ses œuvres, écrites en particulier, de l'éducation, par sa pédagogie des choses, sa petite voix, et de l'œuvre autour de la paix, y compris à travers les voyages de ses reliques, mérite d'être reconnue par cette instance et d'être célébrée cette année à l'occasion de ce 150e anniversaire de sa naissance. Et Sainte Thérèse de Lisieux, c'est le second lieu de pèlerinage en France après Lourdes. Ça représente 1 million de visiteurs chaque année, selon Normandie Tourisme, ce qui n'est pas rien. Comment vous l'expliquez ? Que Lisieux puisse être à ce point attirant, c'est vraiment, là encore une fois, le paradoxe de Thérèse. Il y a une fécondité et puis une proximité. Elle est sœur universelle. C'est-à-dire que on a fait un colloque ici à Alençon dans le cadre de l'UNESCO sur justement cette notoriété, et il n'y a pas de frontières. C'est quelqu'un qui a suffisamment été profond pour pouvoir avoir ouvert des brèches dans ce qui fait mur, au plan culturel, au plan spirituel, au plan religieux. Il n'y a pas de mur désormais entre Thérèse et d'autres. C'est ça qui est très intéressant, quoi. Il y a une sorte... elle est accessible à tous. Oui. Alençon est un secteur singulier aussi pour Thérèse. C'est toute la ville historique qui est un lieu de pèlerinage. On va au pont de la Rencontre, on va à la maison natale, à l'horlogerie aussi de Louis Martin. En cette année jubilaire, est-ce que vous remarquez un essor particulier, une attirance du sanctuaire d'Alençon ? Alors c'est vrai, c'est toute la ville. Sur les pas de la famille Martin, c'est aussi la campagne. La campagne est très très belle. Ils adoraient pouvoir se promener dans la campagne ou faire des pèlerinages. Donc il y a tout un attrait à venir ici, avec cette perspective cette année d'une année jubilaire, à savoir que des personnes peuvent faire un parcours spirituel qui peut être l'occasion d'un renouvellement, y compris avec le sacrement de la réconciliation, une communion, je dirais, plus attentive. Il y a tout un itinéraire proposé ici et à Lisieux. On peut faire les deux, on peut faire l'un ou l'autre pour vivre cette année jubilaire. Il y a une porte sainte d'ailleurs qui a été ouverte ici. Il y a une porte sainte qui a été ouverte. Rappeler rapidement ce dont il s'agit. Alors en fait c'est intéressant parce que la thématique c'est à la fois que le Christ frappe à notre porte, donc l'année jubilaire c'est peut-être ouvrir notre cœur à cette venue du Seigneur qui attend, c'est pas lui qui va forcer la porte, et inversement, avec lui nous franchissons aussi ce qu'il est lui-même, la porte qui nous ouvre à l'évangile, qui nous ouvre à ce chemin de la confiance que Thérèse a connu, la petite voie. C'est la porte au fond de la petite voie. Et comment le sanctuaire d'Alençon et le sanctuaire de Lisieux travaillent ensemble ? Eh bien, de manière tout à fait fraternelle et sympathique. Au fond, eux, c'est un peu le grand frère et nous, le petit frère. Mais de plus en plus, nous sommes associés à des œuvres communes. Nous étions place Saint-Pierre ensemble, il y a 2 semaines, pour l'audience du pape qui recevait donc les reliques de Thérèse et de ses parents, dans le cadre d'un mercredi, d'une audience, avec un enseignement totalement consacré à Thérèse. Et les membres des délégations des 2 sanctuaires étaient unis autour d'un événement comme celui-ci. Ça montre que c'est vraiment une unité profonde et qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre, que Alençon complète Lisieux et Lisieux complète Alençon. Vous avez pu échanger avec le pape ? Rapidement, personnellement j'étais malade donc j'ai pas pu être sur la place Saint-Pierre, maladie malvenue mais voilà, mais oui, quelques mots, c'était en fait le matin qui précédait son opération. Ah effectivement. Mais il a eu le temps d'accueillir une statue que nous lui offrions du couple de Louis et de Zélie, dont c'était le premier exemplaire que nous voulions lui remettre. L'artiste elle-même était là pour la lui offrir. Merci beaucoup, en tout cas, le père Thierry Hénaud-Morel. Je rappelle que vous êtes le recteur du sanctuaire d'Alençon. Merci ce matin d'avoir été sur RCF et merci d'avoir précisé pour nous ce personnage de Sainte Thérèse qui, rappelons-le, fête cette année ses 150 ans et c'est également le centenaire de sa béatification. On peut vous souhaiter peut-être une très belle année jubilaire, père ? Ben écoutez, oui, et puis on est heureux de vous savoir ici à Alençon pour honorer votre présence à RCF. Merci beaucoup. Par RCF. Et merci Agathe Caudron de m'avoir accompagné pour cette interview. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste à RCF Orne.